Excusez-moi, mais il y a des choses qui n'attendent pas. 6 millions de Français souffrent de troubles du comportement alimentaire, anorexiques ou boulimiques. Qui sont les responsables de cette course à la maigreur aujourd'hui devenue une mode? C'est terrible en fait, quand on commence à maigrir, on a l'impression d'avoir atteint un idéal. C'est vraiment une grave maladie, quoi. Isabelle, qui a 26 ans, est anorexique depuis l'âge de 13 ans. Pendant plusieurs mois, son combat contre la maladie a été filmé. Surcouchée parce que j'ai même pas la force de me lever. Personne n'a envie d'une fille qui a des bras qui ressemblent à du papier de verre ou qui ressemblent à des allumettes qui vont se casser. Ça marche pas, ça travaille pas. Olivier Daube dirige une agence de mode au Brésil. Comment protège-t-il ses mannequins contre le piège de l'anorexie, alors que dans les coulisses des défilés, les filles sont de plus en plus maigres? Quand j'ai travaillé avec les plus grands et shooté avec les plus grands, je faisais un repas par jour. Donc, plus vous maigrissez, plus vous travaillez. Pour les pro-Anna, l'anorexie est un modèle. Moi, je suis pro-Anna. La semaine dernière, j'ai passé 3 jours sans manger. Mallory, 20 ans, pour maigrir, elle est prête à tout. Quand je suis devant l'assiette, en fait, j'ai peur. Leslie, 18 ans, est anorexique. Arrivera-t-elle à vaincre sa peur de se nourrir? Si j'étais capable d'engouffrer 2 pizzas, 6 McDo. Thibaut est accro à la nourriture. Il est soigné dans une clinique pour toxicomanes. La bouffe, c'est sacré. Je pourrais même manger en courant. Aux États-Unis, les gainers n'ont qu'une obsession, grossir sans aucune limite. Bonsoir. Peut-on guérir de l'anorexie ou de la boulimie? Pour le savoir, faut-il encore en établir les causes et à partir de là, trouver les solutions qui, vous allez le voir, existent. Pour répondre à toutes ces questions, Mathias Favron a filmé le combat quotidien d'une anorexique dans sa vérité la plus crue, dans sa lutte dramatique pour survivre avec, au bout peut-être, l'espoir de la guérison. Les jeunes femmes anorexiques sont-elles victimes de la mode? Notamment, certains en effet se sont posé la question et accusent cette même mode d'encourager ce trouble du comportement alimentaire. Il y a quelques mois, une jeune femme mannequin, star des défilés, est morte au Brésil. Notre équipe a enquêté là-bas et en France, dans les coulisses des castings, pour savoir si après ce décès, les mentalités ont réellement changé. Enfin, vous découvrirez l'univers étonnant de ceux qui, au mépris du danger, affichent sans tabou leur goût pour les comportements alimentaires déviants. Ce sont d'une part les pro-Anna qui encouragent l'anorexie et d'autre part les gainers, dont le but est de devenir toujours plus gros, tout un programme. Voici l'enquête du droit de savoir sur les troubles du comportement alimentaire, enquête signée par Mathias Favron et Fabien Vernant. Isabelle, 26 ans, anorexique depuis son adolescence, rêve de devenir comédienne. La maladie la rend trop faible pour travailler. Elle vit seule dans son appartement à Marseille. Chaque matin, c'est le même rituel. Combien vous pesez? 30 kilos. Qu'est-ce que vous voyez dans la glace? Un squelette. Un squelette, je le sais. Je sais que c'est pas beau, quoi, mais... Mais vous n'arrivez pas à grossir? Non. Isabelle n'a pas grossi depuis l'âge de 13 ans. Pourtant, chaque jour, sur la balance, elle angoisse à l'idée d'avoir pris ne serait-ce que quelques grammes. C'est terrible, en fait, quand on commence à maigrir, on est... Il y a une euphorie? Ouais, c'est une espèce de... Vous pouvez décrire ça, ce qui se passe justement? C'est bizarre, en fait, on a l'impression d'être toujours plus satisfait de soi, en fait, d'avoir atteint un idéal. C'est vraiment une grave maladie, quoi. Au petit déjeuner, elle s'autorise une tartine de confiture allégée et du café au lait, son seul repas jusqu'au soir. En France, l'anorexie touche plus de 50 000 femmes, la plupart âgées de 13 à 25 ans. Les causes mal connues s'apparentent souvent à une peur de se confronter au monde des adultes. Ma mère a fait une grave dépression, en fait.
Donc de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai été toute seule avec ma mère, quoi. Donc ça a été très très dur. Ensuite, j'ai commencé à faire des problèmes de nourriture, donc vers l'âge de 13 ans. Et, là aussi, c'était pour pas grandir inconsciemment, vous pensez? Pour pas devenir une jeune femme? Oui, c'était la peur de justement changer et que ma mère ne m'accepte plus. C'était le moyen pour moi d'arrêter la croissance, quoi, parce que je pouvais pas me couper les jambes, je pouvais rien faire d'autre que ça, quoi. Alors l'anorexie mentale, c'est au départ, philosophiquement, la peur de perdre le contrôle et donc une recherche effrénée de maîtrise et de contrôle. Et donc, à partir du moment où la nourriture pénètre, elle risquerait d'en avoir envie, et à ce moment-là, elle risquerait de prendre du poids, et à ce moment-là, elle risquerait de ne jamais s'arrêter de grossir, tant leur désir est grand. Donc, elle bloque, encore une fois, le système pour pas que ça commence. Aujourd'hui, Isabelle décide de faire les boutiques. Pour elle, se mêler au monde extérieur est une épreuve et physique et psychologique. C'est compliqué de trouver des habits? Ça, c'est tout un calvaire parce que c'est vrai que toutes les petites, même les petites tailles, quoi. Là, c'est un taille 1. C'est pareil, quoi. Ça pourrait pas m'aller, quoi. Ça tomberait, ça glisserait. Et bon, par exemple, les pantalons, c'est quoi, quasiment impossible d'en trouver. Vous mettez pas de pantalon? Bah, je mets des caleçons ou des trucs comme ça, très très stretch, je crois. Ça, c'est à votre taille? Ouais, ça, je pense que oui. C'est un 14 ans d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, en fait, vous êtes obligé de vous habiller en adolescente. En adolescente, ouais. Ouais, bah, c'est toujours ce que je fais d'ailleurs, pratiquement. Hein, parce que autrement. Et même des fois, les 14 ans, c'est trop grand. Donc. C'est clair, c'est un calvaire de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Et c'est vrai que des fois, je me sens faible, rien que ça. D'ailleurs, je vais m'asseoir un petit peu parce que je me sens un petit peu fatiguée. Ouais. Ça arrive souvent de voir comme ça, faire des pauses. Bah ouais, ça c'est. Quand vous restez debout un quart d'heure, faut. Bah, un quart d'heure, non, mais au bout d'une demi-heure, quand j'ai beaucoup marché, quand il y a du monde, surtout aussi. Le monde, c'est vrai que ça m'épuise un petit peu. Isabelle ne trouve rien à sa taille. Elle n'a plus la force de continuer à faire d'autres boutiques. Au revoir. De retour chez elle, c'est le moment le plus difficile de la journée, le dîner. Dans votre frigo, il y a quoi? Bah, tout est allégé, quoi. En général, c'est toujours des yaourts 0%, terra, quoi, tout ce qui est... Et ça, c'est des trucs minceurs, quoi. C'est pareil, quoi. Vous continuez à prendre des produits minceurs? Bah, je continue parce que j'arrive pas pour l'instant, mais le but, c'est justement de réussir à vaincre cette peur. Mais vous savez que c'est dangereux pour vous, pourtant? Je sais, malheureusement, mais bon... Vous n'arrivez pas à lutter. J'arrive pas, alors. Pour sa taille, 1,64 m, elle devrait peser au moins 50 kg. 20 kg de plus que son poids actuel. Pourtant, elle ne mange pas plus qu'un enfant de 4 ans et chaque repas est une épreuve. C'est quoi le rituel pour vous du repas? C'est boire en même temps, quoi. Boire beaucoup en même temps. Enfin, boire beaucoup. Toujours boire quelque chose en même temps, quoi, pour pouvoir vomir plus facilement, quoi. Avant même de commencer à manger, vous savez que vous allez le vomir de toute façon? Ah oui, de toute façon, ça, c'est tout ce qui est salé, de toute façon, je le garde pas. À part le petit déjeuner du matin, que ça... Vous tremblez? Ouais, c'est l'angoisse, en fait, je crois que ça vient... L'angoisse de manger? L'angoisse de manger et puis le stress. Ça me stresse, quoi. Dès que je commence à toucher à la nourriture, je suis stressée. Depuis le matin, Isabelle n'a mangé qu'une tartine. Bien qu'elle ait sauté le déjeuner, elle n'a toujours pas faim. C'est la peur qui est plus forte que tout, quoi. La peur de quoi? Bah, toujours cette peur de grossir, en fait, de changer. La peur du changement. C'est obsédant, quoi. Vous vous sentez comment après avoir terminé votre assiette? Bah, je sais ce que je vais faire après, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je vais aller aux toilettes. Vomir. Bah ouais. Ça, c'est le rituel quotidien, quoi. C'est systématique à chaque repas? Ouais. Enfin, à chaque repas, non, pas les petits déjeuners, comme je disais tout à l'heure. Mais en général, tout ce qui est salé, je n'arrive pas à les garder.
À peine la dernière bouchée avalée, comme chaque soir depuis 13 ans, elle vomit son repas. Elle ne garde rien dans son estomac. Pour compenser le manque de nutriments et de vitamines, elle termine chaque repas par des médicaments. C'est une question de survie. Une jeune fille anorexique va développer tous les problèmes liés aux carences alimentaires. En premier lieu, elle va se décharner, elle perd ses muscles, elle va se fatiguer plus vite que quelqu'un d'autre. En second lieu, elle va avoir des troubles de l'humeur, elle devient dépressive. Puis elle a des troubles gynécologiques et notamment une aménorrhée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de règles, donc elle ne peut plus avoir d'enfants. Enfin, comme elle ne sait plus fabriquer ni d'anticorps ni d'hormones, elle ne sait plus se défendre aux infections. Elle va donc développer plus souvent que les autres des maladies infectieuses. Et puis à un stade plus tardif, elle va attaquer son cœur, son muscle et puis également son rein. Donc elle va se retrouver dans une situation dangereuse pour sa survie. L'anorexie mentale, à l'heure actuelle, est une maladie qu'on considère comme dangereuse puisque certaines statistiques font état de 8 à 10% de mortalité après 10-15 ans d'évolution de la maladie, ce qui en fait la maladie psychiatrique de la jeune femme dont on meurt le plus en Europe à l'heure actuelle. Vous en voulez à cette maladie de vous obliger à faire ça? Ouais, parce que je veux avoir une vie comme plus normale, quoi, disons, comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est un peu... Ça vous empêche d'avoir une vie sociale, une vie comme tout le monde? Bah ouais, c'est clair. Le lendemain, Isabelle prend une décision. Profiter de notre présence pour essayer de vaincre sa peur de grossir et affronter le regard des autres. J'ai décidé aujourd'hui d'enfin retourner à la piscine. Je vais entendre des choses, ça je sais. J'en entends souvent, j'en entends toujours dans les magasins, partout où je sois. Qu'est-ce que vous allez entendre? Elle est trop maigre, elle devrait être à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a, quelle maladie, a-t-il de sida, elle est peut-être droguée, elle est peut-être... Je sais pas si je suis prête, mais il faut essayer de toute façon. On verra bien. On verra bien ce qui se passe. Pour Isabelle, qui n'a pas été à la piscine depuis 8 ans, c'est un enjeu important. Si elle parvient à se montrer en maillot de bain et à vaincre sa peur, ce sera peut-être un premier pas vers la guérison. Ça va, j'ai un peu le trac, mais t'enlever déjà la robe de chambre, ça me donne le trac. Il faut y aller. Il faut faire le premier pas. À quoi vous pensez là, à ce moment-là? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été dans l'eau, donc j'appréhende qu'elle soit froide. Je pense pas, mais... Vous avez peur qu'on vous regarde là? Ouais. Les premiers pas sont hésitants. Par chance, elle est seule dans le bassin et donc oublie le regard des autres et se détend peu à peu. L'eau, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Une sensation de bien-être. De bien-être que je n'ai pas quand je suis... C'est-à-dire vous oubliez votre corps? J'oublie mon corps et puis je le vois pas déjà. Je le vois pas, j'ai l'impression d'être protégée par lui. Dans la piscine, elle retrouve des sensations oubliées, mais sa condition physique l'oblige à sortir rapidement du bassin, fatiguée. J'ai enfin réussi, je suis contente de moi en fait. C'est une victoire, c'est déjà une première victoire. On a d'autres à faire encore. Je sais que c'est pas la seule, mais c'est déjà ça. Et puis j'y suis arrivée. Isabelle quitte la piscine encouragée pour relever un nouveau défi, grossir d'1 kilo. Nous lui donnons alors une caméra pour qu'elle puisse tenir le journal de son combat quotidien contre l'anorexie. Voilà. Je viens d'aller faire les courses. Et voilà ce que j'ai acheté. Quelques tomates. Et puis des steaks. C'est peut-être pas grand-chose. C'est que c'est marqué Kid dessus. C'est pour les enfants. C'est prêt.
Ça me fait peur, c'est vrai. Là, c'est vrai que le steak, j'avais pas encore essayé. Manger du salé, pour moi, avant, c'était impossible. Et là, bon, bah, je suis pas sûre de pouvoir le garder. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment ça va se passer. C'est toujours une angoisse pour moi. Mais bon, essayons. Vous allez dire c'est ridicule, mais là, c'est vrai. Je cale. Et le principal, c'est que je vais le garder. J'ai décidé ce soir, j'irai pas aux toilettes après. J'ai essayé de me calmer, parce que je suis un peu stressée. Mais c'était bon quand même. C'est vrai que c'était bon en plus. Première victoire pour Isabelle, déterminée à poursuivre ses efforts. Mais certains jours, la maladie est trop forte. Je me traîne ce matin. J'ai même pas la force d'aller prendre ma douche. Faut que je reprenne quelques forces. Parce que sinon je pourrais rien faire de la journée. Des jours comme ça où je me traîne, ça me rend malade. Des journées perdues pour rien. De surcoucher parce que j'ai même pas la force de me lever. J'ai même pas la force de faire quelque chose. C'est ça, parce qu'on a envie de s'en sortir, on croit qu'on va réussir. Et puis il y a des jours où on craint. Parce que c'est plus dur que ça. 15 jours plus tard, rendez-vous à Paris. Isabelle a retrouvé des forces et a répondu à l'annonce d'un directeur de casting qui recherche une jeune femme anorexique. Comment allez-vous? Très bien. Bien, merci de venir me voir de si loin. C'est Marseille. Voilà. On va s'installer tranquillement là, en fait. Comme ça, on sera un petit peu plus tranquille. Et puis après, on ira dans mon bureau. Okay. D'accord? C'est cool. Brice Compagnon travaille pour l'un des plus grands photographes de mode, Oliviero Toscani. Avec ses photos provocantes et extravagantes, cet Italien a rendu célèbre une marque de vêtements dans le monde entier. Aujourd'hui, il travaille pour une autre enseigne de prêt-à-porter et veut dénoncer le culte de la minceur en photographiant une jeune femme anorexique. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Bah voilà, c'est-à-dire que est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment, tout d'un coup, que votre corps ressemble au corps de cette personne? Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Maintenant, ce que je recherchais, c'est une personne qui accepterait d'être photographiée par Oliviero Toscani. Et je voulais rencontrer cette personne, voir si effectivement elle se rendait compte de ce que c'était de se faire photographier comme ça. Voilà, je sais. Est-ce qu'il y avoir des attaques, des critiques? Bah oui, il y en a eu. On a l'habitude avec Benetton, on sait comment ça va se passer. Les gens vont s'insurger, et pourquoi, et c'est scandaleux, mais on n'a pas le droit, et pourquoi vous montrez ça, et tout ça. Mais et tout d'un coup, lui. Vous êtes prêt à encaisser ça, Isabelle? Ouais, sans problème. D'après vous, qu'est-ce qu'on va dire quand on va voir cette photo? Bah, c'est sûr que il y aura des réactions, hein, ça c'est certain. Mais moi, je suis prête à l'assumer. Mais vous voulez le faire quand même? Je veux le faire quand même. Pourquoi? Parce que c'est une étape supplémentaire. Pour vous, pour guérir? Pour moi, pour guérir, pour montrer à d'autres jeunes filles que c'est pas ça l'exemple. J'ai pas abordé une question, c'est que effectivement dans le projet de Oliviero Toscani, c'était une photo où il voudrait peut-être que la personne soit nue. Ouais. Mais quand je dis nue, c'est pas Penthouse, hein. C'est juste, vous voyez ces photos sublimes avec des femmes, des mannequins sur l'écran. Il veut la même beauté de photo, donc bien entendu on ne verra rien mais je voulais savoir si ça ne vous posait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Yes. Vous venez avec moi? Ok. C'est cool. Premier casting d'Isabelle. Elle prend la pose comme une professionnelle. Grâce aux photos de Brice, Oliviero Toscani décidera s'il la retient ou non pour sa campagne de pub. Très bien. Alors, ce qui est bien, c'est que vous jouez le jeu. Oh, ça c'est bien. Hop, bingo. C'est bon. Parfait. Génial. Ok, bon, en tout cas, merci infiniment de vous être déplacé. Et moi, je vous tiens au courant de la suite des événements. Okay. Nous retrouverons Isabelle dans un mois pour savoir si elle a été retenue par le photographe italien et si elle a réussi à vaincre sa peur de grossir. En France, de plus en plus de jeunes filles souffrent d'anorexie. Une augmentation qui touche tous les milieux. Depuis quelques mois, c'est l'univers de la mode qui est pointé du doigt. Sur les podiums et dans les magazines, les mannequins sont de plus en plus maigres, de moins en moins féminines.
Je dirais que ça, c'était les filles qui travaillaient à l'époque. On va voir les physiques, voilà. Donc ça, c'était une mannequin qui a très bien travaillé. Elle a eu de la poitrine, des fesses, des formes. Moi, je trouve que c'est frappant de voir je dirais la différence et la différence des physiques de ce moment-là et d'aujourd'hui. D'après vous, c'est quoi la plus grosse différence par rapport à il y a 10 ans? La plus grosse différence, c'est que les filles sont de plus en plus minces et de plus en plus jeunes. C'est tout. Je veux dire, là, si vous regardez ce livre, elles ont toutes l'air de femmes, elles ont des formes, elles sont jolies, elles sont agréables à regarder. Aujourd'hui, vous regardez sur des défilés, je veux dire, certains mannequins sont même pas belles. Je veux dire, certains mannequins sont des monstres. La mode encourage-t-elle l'anorexie? Qui sont les responsables de cette course à la maigreur? Madrid, en septembre dernier. Les organisateurs du plus grand show de la mode espagnole prennent une décision brutale. Exclure des podiums les mannequins trop maigres. Il existe une norme internationale qui s'appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est le rapport entre la taille et le poids. Et nous savons qu'avec un IMC inférieur à 18, la probabilité pour que les mannequins soient malades et souffrent de malnutrition est très grande. Pour un mannequin d'1,75 m par exemple, il ne faut pas peser moins de 57 kg. Maria Campoy a participé aux 3 dernières éditions de la Semaine de la mode de Madrid. Cette année, elle a été recalée. Ça, c'était au défilé à Madrid. C'était quand? C'était il y a 2 ans. J'étais en train de défiler. Franchement, tu me trouves maigre? Non, je pesais le même poids qu'aujourd'hui. Et ils m'ont pesé, et là, ils m'ont dit que je n'avais pas un IMC de 18, mais de 17,2. Ils m'ont dit que ce n'était pas assez, qu'il me manquait 1 kilo, et donc je n'ai pas pu défiler. Mais s'il te manque 1 kilo, est-ce que ça veut dire que tu es maigre? 2 mois plus tard au Brésil, un drame relance la polémique. Ana Carolina Reston, une mannequin brésilienne de 21 ans, meurt d'anorexie. Elle ne pesait plus que 40 kilos pour 1,73 m. Comment a-t-elle basculé dans la maladie? La mode est-elle responsable de sa mort? Pour comprendre ce qui l'a tuée, nous sommes allés à la recherche de sa famille et de l'agence pour laquelle elle travaillait. Ana Carolina grandit dans ce petit village à 500 km de Rio et de ses plages de sable fin. Sa mère vit aujourd'hui dans un modeste appartement au bord de la route. Ça, c'était ma petite fille. Ma petite Carolina. Depuis l'âge de 14 ans, Ana Carolina travaille pour les plus grandes marques en Asie et en Europe. Il y a 4 ans, ses parents perdent tout ce qu'ils possèdent après un cambriolage. C'est un tournant dans sa vie. À partir de ce moment-là, elle a commencé à travailler pour nous aider. On aurait même dit que c'était elle, ma mère. Elle payait tout, toutes les factures, l'électricité, les médicaments pour son père et même le téléphone. La jeune femme n'a plus alors qu'une obsession. Travailler plus pour aider sa famille. Elle achète un terrain sur les hauteurs du village et finance la construction d'une maison pour ses parents. Ça, c'est la maison qu'Ana Carolina a essayé de construire pour nous. Et ça s'est arrêté là. C'était son rêve de voir son père et sa mère à l'intérieur de cette maison. Cette maison était très importante pour elle. Parce que d'une certaine façon, c'est à cause d'elle qu'il est arrivé tout ça. Et qu'elle a commencé à maigrir de plus en plus pour financer les travaux. Là, elle était vraiment maigre. C'était pour des photos au Mexique. C'est fou. Et là, c'était avant, elle n'était pas du tout maigre. On voit ses bras, son visage.
En 2005, elle part au Japon pour une série de photos et c'est là que tout bascule. La séance se passe mal, elle rentre prématurément au Brésil. Quand elle est arrivée à l'aéroport, elle m'a dit « Maman, j'ai pas réussi ». Ils m'ont dit que mes bras étaient trop gros et que je devais maigrir. Et là, elle m'a dit que dorénavant, elle allait beaucoup maigrir pour pouvoir travailler plus, pour m'aider. Anna Carolina perd 11 kilos en quelques mois. En octobre 2006, elle rentre à l'hôpital de Sao Paulo et meurt d'une infection généralisée 15 jours plus tard. Vous en voulez à la mode? D'une certaine manière, oui. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on voit les os de leurs mannequins. Maintenant que la presse commence à en parler, il faut vraiment se battre pour que les agences prennent enfin leurs responsabilités avec les modèles. Sao Paulo, capitale de la mode au Brésil, où les plus belles jeunes filles du pays tentent leur chance. Mais les jeunes mannequins sont-elles vraiment préparées à éviter le piège dans lequel est tombée Anna Carolina? Olivier Daube était l'une des figures de la mode en France. Il y a 2 ans, il s'installe au Brésil et dirige aujourd'hui l'une des agences les plus en vue du pays. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Voilà. Alors, tu vois, par exemple, ici, je vais te montrer de quelques mannequins qui travaillent bien. Les mannequins qui travaillent bien, ce sont des filles qui ont des formes, qui sont belles, qui sont sensuelles, qui sont sexy, qui respirent la santé. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas anorexiques, qu'elles ne sont pas trop maigres. Personne n'a envie d'une fille qui a des bras qui ressemblent à du papier de verre ou qui ressemblent à des allumettes qui vont se casser. Ça marche pas, ça travaille pas. Les gens, ils veulent pas des mannequins qui ont l'air malades. Si elle est malade, elle travaille pas. Derrière les discours, quelle réalité? Comment l'agence protège-t-elle ses mannequins contre la tentation de maigrir? On va vous montrer l'appartement des mannequins, qui est juste au-dessus de l'agence, en fait. À son catalogue, Olivier a 150 modèles. Les plus jeunes sont hébergés à l'étage comme dans un internat. Ces filles ont entre 15 ans la plus jeune et 20 ans la plus âgée. Elles viennent des 4 coins du Brésil, donc on a besoin d'être certain qu'elles sont bien entourées. Pour être bien entourées, on leur offre un service où il y a une personne qui s'occupe d'elles, qui est la gouvernante que vous avez vue, elle est, je crois, ben voilà, qui est Val, qui est là 24 heures sur 24. Elle contrôle ce qu'elle mange et surtout qu'elle ne sorte pas le soir, qu'elles ne vont pas dans des fêtes. C'est pour garder le contrôle justement, pour être certain qu'il n'y a pas de dérapage. Qui paye tout ça? C'est l'agence. C'est moi. Donc c'est un investissement? C'est un investissement. On investit à long terme. Pour surveiller son investissement, une nutritionniste se déplace tous les mois à l'agence. Elle vérifie que les filles s'alimentent normalement et surtout qu'elles ne maigrissent pas trop. C'est d'ailleurs le problème de Sylvana, 20 ans. Voilà, tu as un IMC de 16,9. Son IMC est bas. À son âge, normalement, elle devrait avoir un IMC de 18,5 au minimum. Quand on a un indice corporel de 16,9, clairement, ça signifie que vous avez une insuffisance de graisse, donc vous êtes très très maigre, et ça pose les problèmes de la maigreur qui entraînent eux-mêmes des troubles de la santé. Vous êtes inquiète? Non, il n'est pas encore temps de s'inquiéter, mais c'est vrai qu'il faudra continuer à la suivre pour être sûr que tout va bien. Sylvana, tu pourras pas défiler à Madrid alors? Avant, j'aurais pu défiler, mais avec cette affaire d'anorexie, les gens pensent que c'est un problème. Mais moi, je vois pas le problème, tant que je suis bien dans ma tête. Un peu plus tard, Sylvana doit passer un casting avec une cliente espagnole venue faire son marché au Brésil. Le faible indice de masse corporelle de la mannequin pourrait lui faire perdre un contrat. C'est les mannequins que je t'ai amenés aujourd'hui. Oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? On cherche des mannequins, hommes et femmes, pour les shows, les campagnes de publicité, enfin, un peu partout, les marchés espagnols. Les clients, ils cherchent des filles pas trop minces maintenant. Ça a changé? Évidemment, pour nous, on est très contents que ce soit comme ça, non? Plus pratique. Hein? C'est plus pratique. Pourquoi ça a changé?
Je pense qu'à cause de tout ce qui se passait avec la genèse, avec tous les problèmes d'anorexie et tout ça. Bon. Bonjour. Bon dia. Vous parlez anglais? Non. Non? Falamos non. Poco português, hein? Quando fai? Depuis quand t'es mannequin? Quanto tempo? 16 meses. 16 mois. Puoi girare? Bon, vas-y, tourne-toi. Bien. Vas-y, marche un peu. Un poquito. Camina. Obrigado. Ok, merci. Ok. Merci beaucoup. Obrigado. C'est tout? C'est tout. Ça suffit pour vous faire une idée? Ça suffit, oui. Qu'est-ce que vous cherchiez avec Sylvana? Non, elle a un potentiel énorme. Alors, il faut attendre parce qu'elle doit encore... Olivier est en train de la préparer. Et elle a encore, doit apprendre un peu à se présenter parce qu'elle est un peu timide, elle est un peu rigide. Elle doit encore apprendre. Non, parce que je vois tout de suite les proportions, elle est très bien proportionnée. Très bien. Tu sais, il fait 24 ans que je suis dans les métiers, alors un coup d'œil, on voit tout de suite. On prend tout de suite celle-là. Celle-là, on va la suivre. Fin du casting, Olivier réussit à placer 2 mannequins pour faire des photos en Espagne. À aucun moment, le poids des jeunes filles n'a été évoqué. Quelles sont les qualités des filles qu'on voit là? Pourquoi elles ont été retenues? Parce que, comme je te dis, parce que les stylistes trouvent qu'ils ont les mensurations, la taille pour leurs vêtements. Elles sont minces aussi? Elles sont minces. Mais pas trop? Un peu quand même. Non, c'est normal. C'est une question d'offre et de la demande. Nous, on est là pour tertiariser un travail, c'est-à-dire on est des intermédiaires. Si le styliste il me dit j'ai besoin d'une fille qui fait 1m78 et qui soit avec des hanches de 90 cm, une taille de 62 et une poitrine de 90, mon travail c'est de trouver la mannequin qui correspond à cette demande. Ça ressemble un petit peu à une marchandise? Ben, c'est un métier, c'est une carrière, on est dans un business. Paris, capitale mondiale de la mode. Pendant 10 jours, les défilés des plus grands couturiers s'enchaînent pour présenter les collections de l'automne prochain. Contrairement à Madrid, aucune loi n'interdit aux mannequins trop maigres de monter sur les podiums. C'est clair que les robes sont mieux sur des filles maigres. Ça a été toujours comme ça. Mais accuser la mode de provoquer une chose si grave, je crois que c'est très injuste. Je crois qu'il faut regarder la base de cette maladie pour comprendre que les filles ne deviennent pas si maigres simplement pour la mode ou pour la mode, mais je crois qu'ils ont quelques problèmes à eux. C'est clair qu'il y a des filles qui font des efforts pour rester maigres, pour pouvoir faire plusieurs défilés, mais je ne crois pas que ce sont ces filles-là qui vont un jour être malades. À en croire ce dirigeant d'un grand couturier italien, la mode ne serait donc responsable de rien. Pourtant, depuis la mort d'Anna Carolina, 3 autres jeunes mannequins sont mortes d'anorexie. Dans les coulisses des défilés, la question dérange. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que la mode pousse les mannequins à être de plus en plus maigres? Vous êtes d'accord avec ça? Je m'en fiche. C'est eux qui décident. Ils décident comment ils veulent les mannequins et c'est tout. Je fais mon boulot, c'est tout. Et si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez mince pour travailler? Je suis pas assez mince. Je suis naturellement maigre, vous savez. Je suis comme ça depuis que j'ai 14 ans et je le resterai jusqu'à 40. Et vous mangez normalement? Oui. C'est quoi manger normalement pour vous? Normalement, je mange 3 fois par jour, un petit déjeuner. J'adore la soupe et la salade, parfois du poulet. En tant qu'ex-mannequin, moi je sais que forcément on est dans une sorte de spirale où forcément on est tenté tout le temps de maigrir.
les 2 plus belles années de ma carrière de mannequin, quand j'ai travaillé avec les plus grands et shooté avec les plus grands, je faisais 1 repas par jour. Donc, plus vous maigrissez, plus vous travaillez. Le fait qu'il y ait un courant qui se développe où les mannequins sont extrêmement maigres, c'est évident qu'on peut s'interroger, de se dire, oui, quel va être l'impact sur des jeunes, alors que ce n'était pas du tout un phénomène de société. Ça va peut-être devenir un phénomène de société où les jeunes se disent, bon ben voilà, moi j'ai 12-13 ans, si je veux être jolie, je veux ressembler à tel mannequin, il faut que je sois maigrissime, donc je vais faire attention à ce que je mange, ou je ne vais plus rien manger, etc. C'est super, moi je trouve ça un peu alarmant. À Hollywood, la maigreur est devenue la nouvelle tendance. Les starlettes ne font pas parler d'elles grâce à leur qualité professionnelle, mais grâce à leur perte de poids spectaculaire. Nicole Richie, la fille du chanteur Lionel Richie, est une ambassadrice de la maigreur. En 3 ans, elle est devenue squelettique au point d'intriguer la presse People. Tout est parti de cette photo où on se rend compte que Nicole Richie, comme Lindsay Lohan, arbore un petit bracelet rouge. Et en creusant un peu, on se rend compte que c'est en fait le signe de ralliement des pro-ANA, donc des sites qui fleurissent sur le net et qui sont des sites qui font une apologie de la maigreur. À Nantes, rencontre avec une pro-ANA, Mallory, 20 ans. Elle porte le fameux bracelet rouge depuis près d'1 an. Vous êtes pro-ANA? Moi, je suis pro-ANA. Ça veut dire quoi être pro-ANA pour vous? Pro-ANA, c'est manger peu, manger mieux. Une pro-ANA a des troubles comportementaux alimentaires à la base. Elle cherche simplement à les dominer, c'est-à-dire à manger mieux. Et donc à manger moins? Oui, parce qu'on craque beaucoup pour les choses grasses et mauvaises. Donc il faut compenser? Il faut compenser. Pour compenser, certaines sont prêtes à tout. Sur les sites pro-ANA, leurs modèles sont des starlettes anorexiques et les conseils diététiques extravagants. Je vais vous lire quelques commandements, effectivement, des pro-ANA. Si tu n'es pas mince, tu n'es pas attirant. Être mince est plus important qu'être en bonne santé. Donc là, on voit bien tout le caractère vraiment dangereux de ce qu'elle prône. Tu ne mangeras point sans te sentir coupable. Tu compteras les calories et tu restreindras tes apports. Ce que dit la balance est plus important. Tu ne peux jamais être trop mince. Donc là, on voit tout le caractère, effectivement, totalement incongru de tout ça et vraiment très, très dangereux. Mallory ne suit pas à la lettre les fameux 10 commandements. Depuis 1 an, pour combattre sa boulimie, elle soumet son corps à un régime extrême. C'est quoi ça? Alors ça, c'est mon carnet alimentaire. C'est une aide. Une aide... Qu'est-ce que vous notez dedans? Tout ce que je mange dans la journée, tout ce que je mange de calorique. Et là, je vais noter ce que j'ai mangé à midi, c'est-à-dire mes 100 grammes de mâche. Et vous mettez en face le nombre de calories Le nombre de calories. Généralement, je note, à l'inverse de mon cahier, c'est tout ce que je me suis autorisée à manger. Sachant que je peux manger d'autres choses, hein, mais là, j'ai vraiment mis les abricots frais, je sais que 100 grammes fait 45 calories, les asperges, des aubergines. Et on peut regarder l'autre côté du carnet, voir un peu les jours, voir un peu votre taux de... J'avais commencé, donc c'était vraiment très brouillon, 500, 700, 400. C'est pas beaucoup. J'ai des jours encore moins de 400. Là, j'avais même écrit trop, j'avais même pas compté. Ça, c'est le nombre de calories que vous aviez par jour. Hein. Par jour. Et là, j'ai commencé un peu à stabiliser. 500, 600. Vous stabilisez entre 500 et 700 calories par jour. Voilà, j'essaye, oui. C'est pas beaucoup quand même. Non, c'est pas beaucoup, mais je ne le vomis pas. Donc voilà, donc là, je note que à midi, il y a eu 100 grammes de mâche, donc 20 calories. Je suis à 140 aujourd'hui. Donc pour le moment, depuis le début de la journée, je suis à 140 calories. 500 calories par jour en moyenne. C'est 3 à 4 fois moins que la nourriture qu'elle devrait prendre pour son âge. En 9 mois, Mallory a perdu 12 kilos et ne mesure pas les dangers de son comportement. On commence à vouloir faire un régime, on va sur le net, on tape comment perdre du poids, on tombe sur des blogs pro-ANA, on se dit qu'on va le faire pendant 3 mois, le temps de rentrer dans son bikini, sauf qu'en 3 mois, le fait de ne plus manger, le fait d'avoir des obsessions alimentaires, le fait d'avoir un groupe d'amis qui nous disent « il faut continuer, tu es bien parti », et bien du coup on ne s'arrête jamais. Ça c'est tout ce que je mange dans la journée. Mallory anime également sur Internet un forum où les pro-ANA s'échangent des conseils. Elle se défend de prôner l'anorexie.
Quand on a envie de craquer, ben on vient là. Moi, je me fais un thé, je viens là et je viens discuter avec les filles. Ça va, ouais, j'ai faim, moi aussi, ouais, mais on mange dans 1 heure, ouais, on va attendre alors, on va essayer de se forcer à attendre, etc. Et du coup, ben, en blaguant, pendant 1 heure, on a réussi à attendre le repas. Quand même, à force de surveiller son alimentation au point que ça devienne une obsession, est-ce qu'on risque pas de basculer dans l'anorexie? Moi, c'était la semaine dernière, j'ai passé 3 jours sans manger, parce que j'étais fatiguée de compter. Mais de compter les calories. Ouais, ça m'énervait, donc finalement je comptais plus, c'est plus simple de plus manger. Mais du coup, vous n'êtes pas à 2 doigts de basculer dans l'anorexie du coup? Non, parce que je suis venue là, je leur ai dit, moi ça fait 3 jours, je sais plus, je crois que c'est sur mon carnet alimentaire, je leur ai dit, les filles, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Et elles m'ont dit, écoute, remange, hein, ça va plus là. Jonathan Lalinec dirige une société qui héberge des dizaines de milliers de blogs. Chaque matin, il fait la chasse aux sites pro-ANA comme celui de Mallory. Ce sont les internautes eux-mêmes qui dénoncent les sites suspects. Bonjour, je vous signale ce blog pro-ANA. Merci de bien vouloir le désactiver en raison de sa dangerosité, cordialement. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous lisez un truc comme ça? Donc déjà, la première chose, c'est de vérifier le blog en question. Qu'est-ce que vous essayez de vérifier? Un petit peu le contenu du blog, en fait, voir si ce blog vend les mérites de l'anorexie ou s'il explique seulement ce que c'est que les pro-ANA. Mais il n'y a pas de loi qui interdit les pro-ANA. Pourquoi vous fermez les blogs? Pour notre image, en fait, on a certaines choses comme la pornographie, on est une plateforme pour les 12-24 ans, on veut pas inciter les jeunes, en fait, à faire ce genre de choses, ou surtout là, quand je vois du texte... Voilà, si t'es anorexique, les hommes te trouveront plus attirante, tu te sentiras plus en confiance et en osmose avec toi-même, enfin... Ça vous choque? Oui, voilà, moi personnellement ça me choque, je pense que je suis pas le seul et donc vous allez supprimer ce blog? On préfère suspendre ce blog déjà, premièrement, et voilà. Le blog Project ANA est banni temporairement pour faute grave. Mais vous sentez qu'il y a une vraie guerre contre les pro-ANA en ce moment? J'ai l'impression, oui, parce qu'on est obligé de se cacher pour pouvoir discuter tranquillement. Ils veulent fermer notre petit jardin secret. Et alors... Essayez de nous les effacer, c'est pas grave, on en créera tout le temps. À Marseille, Isabelle continue ses efforts. Elle réapprend à cuisiner et arrive enfin à varier ses repas. Il y a 6 semaines, elle s'est fixé l'objectif d'arriver à grossir d'1 kilo. Ce matin, c'est le verdict sur la balance. Ça va bien. Leslie a 18 ans. Pour elle, l'anorexie n'est pas un jeu. Depuis 6 mois, Leslie mange seule. Elle est terrifiée à l'idée que d'autres puissent la voir pendant un repas, incapable de lutter contre sa maladie. Quand je suis devant l'assiette, en fait, j'ai peur. À Orlando, au nord de Miami, nous découvrons les ambassadrices d'un mouvement à l'opposé de l'anorexie. Ils s'appellent les gainers. Un terme qui n'existe pas en français que l'on pourrait traduire par les gagneurs de poids. À Marseille, Isabelle continue ses efforts. Elle réapprend à cuisiner et arrive enfin à varier ses repas. Il y a 6 semaines, elle s'est fixé l'objectif d'arriver à grossir d'1 kilo. Ce matin, c'est le verdict sur la balance. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Les petits efforts, ils n'ont pas été là pour rien. Je me dis quelques petits grammes et si possible un petit kilo. Et là, il y est. Il est là. Donc il faut le garder, continuer comme ça. Ce petit kilo est en fait une grande victoire. Il lui reste un dernier défi, être choisi pour la campagne de pub du photographe italien. Mais le chemin de la guérison est encore long. 50% à peine des jeunes filles anorexiques parviennent à guérir. À Dijon, l'hôpital du Bocage est l'un des plus réputés en France pour soigner les troubles du comportement alimentaire. Bonjour Leslie. Ça va bien? Leslie a 18 ans. Pour elle, contrairement au pro-ANA, l'anorexie n'est pas un jeu. Elle est arrivée ici il y a 2 semaines dans un état de faiblesse extrême. Depuis le premier jour, elle est nourrie grâce à une sonde gastrique. Le fil qu'on voit qui rentre, il descend. Il rentre dans le nez, dans la gorge et dans l'estomac après.
ça se passe? C'est quoi le principe? Donc là en fait, c'est une poche où il y a donc, tout ce qui est nécessaire à l'alimentation, les glucides, lipides, les vitamines. Et donc quand ça passe dans mon estomac, bah, après forcément je suis un peu gavée quoi, de nourriture et ça m'apporte l'énergie nécessaire quoi, pour pouvoir marcher, pour pouvoir parler, Sans ça? Sans ça, bah, je suis au lit où je peux pas marcher longtemps, enfin, je peux rien faire de... Vraiment, quoi. On vit pas, en fait, sans énergie. Pourquoi c'est indispensable, la sonde? Pour stabiliser son poids, il faut manger 2 fois plus que ce qu'elles font spontanément, au moins. Et pour prendre du poids, il faut manger encore plus que 2 fois plus. Ce qui, au passage, devient très difficile. Si je vous demandais à vous, bah, écoutez, demain, vous vous mettez à manger pendant 20 jours 2 fois plus que ce que vous mangez d'habitude, bah, vous verrez que ça n'est pas très facile. Donc, l'alimentation qu'on appelle, nous, l'assistance nutritive, va les aider à faire le complément, c'est-à-dire ce qu'elles ne sont pas capables de faire toutes seules. Leslie? Oui. Qu'est-ce qui va se passer là? Là, ça va être le repas. Donc, beaucoup de stress. C'est vrai? Ouais, parce que on ne sait pas si on va arriver à manger, si quand je suis devant l'assiette, en fait, j'ai peur. J'ai peur. Ça fait combien de fois que vous n'avez pas pris un repas collectif comme ça? Ça fait depuis le mois d'octobre. Donc c'est dur. Là, ça va être le premier repas collectif et c'est dur à gérer en fait. Vous pensez à quoi? Quelles images vous traversent l'esprit là? La peur de la nourriture, la peur aussi de prendre du poids. Pour elle, on va dire, mettre une cuillerée de quelque chose, surtout quand c'est un peu calorique dans la bouche, c'est comme si vous mettiez du poison ou un scorpion vivant. Ah oui, à ce point. Ah, je crois que c'est à ce point, oui. Depuis 6 mois, Leslie mange seule. Elle est terrifiée à l'idée que d'autres puissent l'avoir pendant un repas, incapable de lutter contre sa maladie. Pour guérir, il faut essayer. Ça va, Leslie? Non, pas trop. Non, ça va pas. Non, pas trop. On va pas chercher pendant le repas à voir si un tel mange ou un tel mange pas. On essaye de remanger ensemble parce que c'est quelque chose qui a été oublié pour plein de personnes qui ont des troubles du comportement, qui mangent tout seuls depuis des années, sans leur famille. Et en fait, quelque chose qui paraît anodin pour tout le monde, c'est un obstacle infranchissable. Donc il y a beaucoup d'angoisse. Par exemple, Leslie, elle m'a dit ce matin que c'était difficile de manger ensemble, mais qu'elle acceptait quand même de faire l'effort de venir. Pour toutes ces jeunes filles, manger devant notre caméra est encore trop difficile. Elle nous demande de les attendre dehors. Leslie, comment ça s'est passé? J'ai pas beaucoup mangé, mais c'était agréable de manger avec les autres gens, de parler, de discuter. Donc c'était plutôt positif alors. Oui, oui. C'était une bonne surprise pour vous, vous pensiez? Ouais, je pensais que ça allait être plus difficile, mais comme on discute tous, ça fait du bien. À son arrivée, Leslie pesait 40 kilos. Elle en a déjà repris 2. Il lui en reste encore 7 à prendre pour atteindre l'objectif fixé par le docteur Rigaud. Elle en est où, Leslie? Où en est Leslie? Je dirais que pour Leslie, comme pour d'autres malades, c'est un peu comme s'il y avait 2 personnes dans la tête, au fond. Il y a une personne qu'on peut appeler l'alien, l'anorexie mentale, qui pilote souvent. Et notre rôle, notre travail à l'hôpital, c'est de faire qu'il pilote de moins en moins. Et la difficulté, justement, c'est de quitter maintenant cette pseudo-personnalité, d'aller chercher la vraie Leslie quelque part. Alors, elle ne sait pas très bien où, et moi non plus, mais on va la trouver, c'est promis. Et puis, se la construire, cette personnalité, de telle manière à ce que personne ne puisse dire après que c'est une personnalité d'emprunt, contrairement à l'anorexie mentale. Et là, elle en est loin, Leslie, ou ça devrait être pour bientôt? Elle en est assez loin, mais ça peut être pour bientôt.
À Marseille, les efforts d'Isabelle sont payants. Un mois après le casting dans l'agence de mannequins, elle reçoit le coup de téléphone qu'elle attendait avec impatience. Là, j'y crois vraiment pas. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Je viens de recevoir un coup de fil de Brice, le directeur de casting d'Oliviero Toscani. Je vais enfin pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé. Dénoncer cette maladie de merde. Montrer que c'est vraiment une maladie aux autres. Et là, j'espère que la photo elle sera vraiment impressionnante. Une semaine plus tard, c'est le grand jour pour Isabelle. Elle a rendez-vous avec le grand photographe italien dans un studio de photo à Paris. Je viens pour une séance photo, je suis Mademoiselle Caro, Isabelle. Alors c'est faites aussi, donc vous prenez restaurant, 3e étage à droite, faites aussi. À peine arrivé dans le studio, le travail commence. Oliviero Toscani donne ses instructions. Ok, on la laisse comme elle est. On dit rien, on met rien, on laisse comme ça. C'est juste tirer par le En fait, le message que vous voulez faire passer, c'est attention danger. C'est quoi le message? Non anorexie. Ouais. Ah oui, non anorexie. C'est ça le message. C'est contre l'anorexie, oui. Contre l'anorexie, bien sûr. Et sûrement si c'est signé par une marque de vêtements, ça peut être plus fort que si c'est signé par un hôpital ou pour une, comment ça s'appelle, une organisation contre l'anorexie et ces choses-là, bien sûr. Si c'est vraiment la mode qui commence à prendre conscience, c'est peut-être plus fort. La mode a une part de responsabilité, vous pensez? Très responsable à ça. Une grande responsabilité à ça. Parce qu'il y a les journaux de mode et la mode utilise des filles qui sont hors taille, qui c'est pas normal. Ce soir-là, Isabelle va t'aider. Hein? C'est pas de quel côté tu es plus confortable si tu te détends, à droite ou à gauche? C'est égal. Ah, égal, hein? Un vrai mannequin, toi. C'est pareil. Elle adore. Si tu es fatigué, tu me dis. Mais relaxe-toi, c'est une photo. Hein? Au début de la séance, Isabelle est un peu tendue. Après quelques minutes, elle se détend enfin et oublie les regards des 5 assistants qui se relaient auprès d'elle. Sur les genoux. Comme ça. Regarde-moi. Au bout d'1 heure, la photo est dans la boîte. Avant de libérer Isabelle, le photographe vérifie une dernière fois le résultat. Oui. Ça, c'est quand même une fille qui a un problème. Hein? Hein? Ça, elle demande aide. Ouais. Elle demande aide. Ça se voit sur son visage. Hein. Oui, oui. C'est vraiment une victime de ce système-là. Moi, personnellement, s'il y aurait une affiche comme ça sur le mur, je dis, qu'est-ce que c'est là? Hein? Tout le monde fait ça. Hein? Et c'est une photo que ça a l'air une photo de mode. Hein? Votre première impression elle est plutôt positive ou vous doutez encore? Non, je ne doute pas. Je voudrais avoir quelqu'un qui a le courage de passer ça comme affiche avec une marque, en disant non anorexie. Dans quelques semaines, le visage d'Isabelle s'affichera dans tous les magazines. Et maintenant, tu dois grandir. Tu dois commencer à... Hein? Ouais, je sais, ouais. Regarde, tu ne peux pas, mais 5 kilos? Oh, c'est un peu trop. Alors, tu m'aimes pas, hein? Bah, 5 kilos pour l'instant, c'est un petit peu trop. Je me sens pas encore assez prête, mais tu pourrais me m'aider. 1 ou 2. Ok. Merci. Alors, c'est fait, hein? Tous ces petits pas, en fait, de chaque jour, tous ces petits efforts, tous ces petits... Ça paraît pas grand-chose au départ, et puis finalement, c'est un grand pas pour aller de l'avant, pour aller plus loin. C'est un grand jour. Très grand jour. En 2 mois, Isabelle a atteint tous les objectifs qu'elle s'était fixés. Elle a enfin réussi à affronter le regard des autres, à accepter de grossir et à s'engager sur le chemin de la guérison. Excusez-moi, mais il y a des choses qui n'attendent pas. Les troubles du comportement alimentaire touchent 1 Français sur 10. L'anorexie et la boulimie sont les plus fréquents. C'est une autre maladie qui se développe le plus rapidement, l'hyperphagie. Thibaut a 32 ans, il est hyperphage
il n'arrive pas à contrôler les quantités de nourriture qu'il absorbe. Il y avait un comportement compulsif par rapport à vous. J'étais capable d'engouffrer 2 pizzas, 6 McDo, enfin 6 hamburgers, des choses comme ça. Donc c'était pour calmer quelque chose, pour enfouir quelque chose. Ce qu'on essaye de voir avec l'addictif, la nourriture, ça c'est clair. Contrairement aux boulimiques, il n'alterne pas ses crises alimentaires avec des vomissements ou des jeûnes. Sa maladie l'a conduit à l'obésité jusqu'à peser 200 kilos. J'avais envie de me sortir de ça, j'avais envie de me soigner, j'ai envie de retrouver une existence un peu normale. Donc il n'y a pas de... c'est pas une vie normale, vous êtes toujours obligé de calculer en fonction de votre poids. Depuis 15 ans, il essaie sans succès. Il y a 2 mois, il tente une méthode révolutionnaire. Il est hospitalisé en région parisienne au milieu de personnes accros aux drogues dures et à l'alcool, dans une clinique pour toxicomanes. Est-ce qu'on peut dire que Thibaut est un drogué ? En tout cas, parce qu'on n'aime pas l'expression drogué. Thibaut est confronté à un trouble addictif alimentaire. Donc il est dépendant. Voilà, donc le déséquilibre cérébral de son fonctionnement cérébral qui l'a ennuyé est exactement le même que celui que l'on observe dans les consommations chroniques ou d'alcool ou d'héroïne ou de cocaïne. Perte de contrôle, savoir n'est pas pouvoir, savoir qu'il devrait maigrir, c'est pas pouvoir maigrir. Vouloir n'est pas pouvoir, vouloir maigrir n'est pas pouvoir maigrir. Rétablissons tout ça et on parlera plus de dépendance une fois qu'il sera stabilisé. Thibaut a longtemps culpabilisé de ne pas arriver à maigrir. Dans cette clinique, il a enfin commencé à guérir sa dépendance à la nourriture. Pour nous, la même à l'alimentation est une maladie du fonctionnement cérébral. Quand vous commencez à expliquer qu'il s'agit, comme dans la maladie de Parkinson, comme dans l'hypothyroïdie, comme dans la dépression, d'un authentique dysfonctionnement, d'une authentique entorse des cellules cérébrales, les gens déjà vont mieux parce qu'ils arrêtent de se tyranniser. Alors pourquoi nous, il faudrait qu'on continue de les tyranniser en disant « si vous voulez, vous pouvez le faire », alors qu'une dépendance, c'est justement ça, c'est que la vie plus. Allez, on change d'exercice, donc tu connais, donc maintenant, ce que tu n'arrivais pas encore à faire il y a quelques temps, on va voir où est-ce que tu en es, donc tu vas te relever au moment où je t'envoie là-bas. Là, on est d'accord ? Tu as l'exercice, on y va, tu vas chercher, tu montes. Parfait. Allez, et tu montes. Pour maigrir, Thibaut fait 1 heure de sport par jour. Le seul moyen pour faire fondre les graisses. Thibaut, vous ne pouviez pas le faire? Ah non, ça je montrais avant, je faisais plus ça quoi. Au début je faisais ça. Non, j'arrive un peu plus à monter, c'est pas encore... Allez, tu vas chercher bien loin, c'est parfait. On y va. À la fin de travailler, on arrive. Allez, une dernière fois. À force de faire ces petits exercices. C'est vraiment un des problèmes majeurs pour les personnes en surpoids, si vous voulez, c'est de se mettre dans la position de Thibaut aujourd'hui. Si vous voulez, il y a encore, allez, on va dire un bon mois, Thibaut n'y arrivait pas. C'est-à-dire là aujourd'hui, comme n'importe qui, il peut descendre sur ses appuis et puis commencer à travailler. Il y a des choses idiotes pour le commun des mortels, mais qui sont sympas, c'est pouvoir relâcher sa chaussure. Vous voyez, juste ça. C'est-à-dire de pouvoir avoir les mains qui vont jusqu'à la chaussure. Parce qu'avant, vous avez le bidon. Avant, vous ne pouviez pas? Avant, il fallait que je fasse du de stratagème, il fallait que je fasse plus comme ça pour essayer d'y arriver. Là, je peux un peu plus d'aller... Ça, c'est des petites choses qui changent la vie. Non, mais oui, parce que c'est des petites choses qui paraissent tellement idiots quoi, à tout le monde, parce que c'est évident. Je vois les filles dans la rue, elles sont debout comme ça, elles sont... Moi, à chaque fois, ça me paraît surréaliste et de voir qu'on peut arriver à faire des petites choses comme ça, petit à petit, retrouver de la mobilité et des choses comme ça, c'est vachement enrichissant, vachement motivant aussi. Les soins dans cette clinique haut de gamme ont un coût, plusieurs centaines d'euros par jour pendant 3 à 4 mois. Aujourd'hui, c'est le jour de la pesée, le moment de vérifier si tous ces sacrifices portent leurs fruits. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? J'étais à 169,4, donc en dessous. Forcément, en espérant 1 ou 2 kilos. Donc 157,300, donc ça veut dire 2,1 kg sur 3 jours. Content? Ouais, bien, ouais. Plutôt bonne moyenne. En 2 mois, il a déjà perdu 35 kilos.
Il lui en reste encore autant à perdre pour oser de nouveau se mettre en avant sur les photos de famille. Et où je suis, je reviens un peu la poussière. Voilà, c'est moi là. Ça vous fait quoi de vous revoir là? Là, vous étiez... Là, j'étais à 100, c'était mois de décembre, donc c'était un mois avant de venir ici. Un mois avant de venir ici, donc j'étais à 192, donc là, je suis gros. Même si je suis pas encore maigre, c'est... Enfin, je me reconnais, hein, je suis pas non plus schizophrène. Mais voilà, je me dis, bah, ça c'est du passé, c'est des photos qui vont rester, parce que j'ai pas l'intention de tout déchirer pour plus me voir. Hein. Mais en tout cas, en plus, ça me permettra de voir comment j'étais, de me dire, tu vois, faut pas remonter là. Donc voilà, donc essayer d'être plus dans la norme, on va dire, du reste de la famille et des... L'enquête continue aux États-Unis, en Floride, la région du soleil et des loisirs, des corps bronzés et des plages à perte de vue. À Orlando, au nord de Miami, nous découvrons les ambassadrices d'un mouvement à l'opposé de l'anorexie. Ils s'appellent les gainers. Un terme qui n'existe pas en français, que l'on pourrait traduire par les gagneurs de poids. Vous pouvez expliquer ce que c'est un gainer? Un gainer, c'est une personne qui n'aime pas être mince et qui cherche à être de plus en plus grosse, mais qui ne se fixe aucune limite. C'est ce que vous êtes? Oui, c'est exactement ce que je suis. Je veux juste être heureuse en étant plus grosse. Voilà, c'est ça. Juste me sentir bien et grossir. Veda a 21 ans. Elle pèse 140 kilos. 30 de plus que l'an dernier. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Je fais de mon mieux pour arriver à grossir. De combien? D'ici à la fin de l'année, j'aimerais bien grossir de 50 kilos. Ça me laisse peu de temps pour y arriver. 50 kilos, c'est beaucoup, mais je vais voir si j'y arrive. Lisa a 36 ans. Elle est gainer depuis 10 ans et pèse aujourd'hui plus de 150 kilos. Les produits allégés, c'est contre ma religion. Quant à Kendra, 62 kilos, elle ne désespère pas de ne pas être plus grosse. À laquelle des deux vous aimeriez ressembler? Je sais pas, aux deux. Les deux sont bien. Et les dépasser? Ah oui, bien sûr. Bon, c'est une perversion parce que pour le coup ça devient exemplaire, parce que pour le coup ça devient une façon de vivre et pour le coup ça donne peut-être envie à des jeunes filles qui ont un petit peu de poids de passer vers cette pseudo-normalité. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Ce jour-là, Veda, Lisa et Kendra passent le week-end entre filles. Elles en profitent pour cuisiner un petit déjeuner typique de gainer. Au menu, des pancakes, du bacon et du beurre. Beaucoup de beurre. Quand tu cuisines au beurre, ça reste. No, sir. Hippie egg fanatic. C'est bon? C'est délicieux. Surtout quand on mélange tout comme ça. Plus c'est gras, meilleur c'est. Et puis ça maintient en bonne santé. C'est ce que dit mon mari. Faut que je garde ma ligne de jeune fille. Vous seriez pas mieux assise pour manger? Je m'en fiche. La bouffe, c'est sacré. Je pourrais même manger en courant. C'est le même principe que le gavage des oies. Un foie a des limites. Quand vous grossissez de façon démesurée, vous altérez les fonctions du corps, et notamment en particulier le foie, qui va se charger en graisse à la façon des oies, et finalement qui ne sera plus capable de fonctionner. À terme, ces gens-là finissent par développer des cirrhoses hépatiques et mourront d'une cirrhose sans jamais avoir consommé un verre d'alcool. Pour les gainers, être en bonne santé, c'est avant tout être heureux. Et pour elles, cela veut dire continuer à grossir. Au lycée, les élèves se moquaient de moi. Oh, t'es grosse, t'es grosse. Je me suis dit, ok, je vais maigrir. Je suis devenue vraiment très mince.
Et j'étais très jolie. Mais j'étais malheureuse parce que je ne pouvais pas manger ce que je voulais. J'ai laissé tomber. Maintenant, les gens m'aiment pour ce que je suis. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Veheda est la plus jeune du groupe et pour elle, ses kilos sont une arme de séduction massive. Ça vous fait quoi de voir votre corps grossir? Je me sens plus sexy. C'est vraiment ça. Plus c'est voluptueux, mieux c'est. Quand je me regarde, je me trouve sexy. C'est doux, c'est moelleux. C'est gros et sexy. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'aime tout. La seule chose que je n'aime pas, ce sont mes vergetures. À part ça, je suis bien. Et qu'est-ce que vous préférez? Mes fesses. Vraiment mes fesses. Entre Veheda et Lisa, c'est la compétition. C'est à celle qui sera la plus sexy aux atouts. Moi, j'ai des fesses. Ouais, moi, j'ai des fesses. Elle a les seins. Faudrait changer. Mais ça, c'est encore trop petit pour moi. Ah bon? C'est du combien? Du bonnet F? Non, triple D. Oh la vache! Je suis jalouse. Vous aimeriez changer? Ah oui, elle veut mes fesses et moi ses seins. Ce serait parfait. Dans un pays où près de la moitié de la population est en surpoids, Veheda et Lisa se moquent du regard des autres. Chaque jour, elles profitent avec gourmandise de la piscine de leur lotissement. Moi aussi, je suis grosse. On n'est pas forte. On est formidable. C'est pour ça qu'on s'en moque. Il y a toujours quelqu'un de gros ici, où que tu ailles. Vous vous fixez une limite? Non, pas du tout. Je ne veux pas me fixer de limite. C'est ma liberté. Ma liberté à moi. Voilà, en conclusion de cette enquête du droit de savoir, ces quelques mots. Chacun est bien sûr libre de se nourrir comme il veut. Encore faut-il être conscient des dangers qui guettent et ne pas oublier surtout ce vieil adage, toujours d'actualité, un esprit sain dans un corps sain. Voilà ce côté. Bonsoir.